يا الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد وآسف جديد. هذه المرة غادي ندور آسف ب 526 واحد، وهو عبارة عن تل يقع في النرويج ويتركز عند الشرق. يمكن التعرف عليه بسهولة بواسطة حلقة من 9 أحجار يبلغ ارتفاعها حوالي 2 مترين، موضوعة في دائرة يبلغ قطرها 10 أمتار. وكل يوم عند شروق الشمس في أعلى تل آسف ب 526 واحد تظهر مجموعة من الرجال مسلحين وجاهزين للمعركة. يبدو أنهم آسف ب 526 اثنان، وهؤلاء الأفراد ينتمون إلى حقبة مختلفة. حتى الآن فالآسف ب 526 اثنان احتوت مثيلات من 10 إلى 300 رجل، وتراوحت بين رجال بدائيين مسلحين بأدوات حجرية إلى قوات النخبة الحديثة بمعدات متطورة. وعادة ما يترسخ الآسف ب 526 في الآسف ب 526 واحد أو بالقرب منه، في 92% من الحالات ستبقى هناك حتى غروب الشمس. بقية الوقت سيتحرك الآسف ب 526 اثنان ويهاجم أي شخص يصادفه. حتى عندما يكون آسف ب 526 اثنان ثابتا، فإنه سيهاجم أي شخص يحاول الاقتراب من الآسف ب 526 واحد. إذ تتمركز فرق الاحتواء المسلح في الموقع لمراقبة الآسف ب 526 اثنان ومكافحتها إذا لزم الأمر بعد الغروب مباشرة. تختفي جميع حالات الآسف ب 526 اثنان سواء كانت حية أو ميتة. إن المنظمة صنفت هذا الآسف ضمن أوكليد، وفي الفيديو التالي يوضح الكلمة مما قلته. فرجة ممتعة. Nous sommes le 31 octobre 2021 et quiconque fait partie de la haute société sait qu'il n'y a qu'un seul endroit où célébrer Halloween si l'on veut être dans le coup, le bal costumé d'un certain milliardaire norvégien. Les invités sont triés sur le volet et si vous vous demandez où vous procurez une invitation, c'est que vous n'êtes pas sur la liste. Ceux qui sont assez chanceux, beaux, célèbres ou tout simplement riches pour être invités reçoivent l'invitation un an à l'avance, chaque fois de manière toujours plus élaborée. La rumeur veut qu'une année, le milliardaire ait spécialement dressé une volée de pigeons voyageurs de race pure pour remettre les invitations, lesquelles étaient imprimées sur des parchemins récupérés dans les ruines de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais ce n'est qu'une rumeur, bien sûr. Cette année, les invitations sont arrivées par le biais d'une voiture de sport de luxe, avec une petite carte dorée cachée dans la boîte à gants sur laquelle on pouvait lire « Vénard ». Il y avait ensuite des précisions sur le thème de cette année, fantaisie médiévale. Le code vestimentaire est très strict et son non-respect entraîne l'interdiction de participer à l'événement. Il y avait aussi une information capitale, soigneusement tenue secrète, le lieu de la fête. L'événement somptueux se déroule dans le château du milliardaire, niché au cœur de la campagne norvégienne qu'il a fait construire il y a 10 ans spécialement pour cette soirée annuelle. Les 364 autres jours, le château reste inoccupé, mais du personnel est chargé de le maintenir en parfait état, évidemment. Un groupe de nouveaux participants s'engage dans la longue et sinueuse allée menant aux portes du château et un garde arrête leur limousine. « Votre chauffeur doit vous laisser descendre ici », explique-t-il. Votre hôte exige que toute personne qui ne figure pas sur la liste n'entre pas dans la propriété. C'est ainsi que le groupe, 2 hommes et 2 femmes, descendent de la voiture et se mettent en route à pied. Ils ne se sont pas préparés à cette marche et lorsqu'ils atteignent les portes du château, les femmes sont en nage dans leurs superbes robes faites main et l'un des hommes a fait un petit trou dans ses collants. Néanmoins, ils sont arrivés à ce qui promet d'être un événement grandiose. Quand les portes s'ouvrent et qu'on leur accorde la permission d'entrer, ils en oublient rapidement les désagréments liés à leur longue marche. Les témoignages sur l'événement n'ont en réalité pas été vraiment exagérés. C'est tout aussi impressionnant qu'ils l'avaient imaginé. Un luxueux tapis doré est déroulé depuis les portes jusqu'à la salle de danse. Et un héros, vêtu d'une tenue d'époque, souffle dans un corps pour signaler leur arrivée. Il annonce leur nom au public déjà présent. De magnifiques personnes dansent et s'amusent comme des fous. Il y a des tas et des tas de mets délicieux, comme des porcs rôtis, des fruits frais et des gâteaux. Il y a des fontaines remplies du meilleur champagne, et un orchestre complet joue de la musique. Et au-dessus de tout cela, l'hôte en personne est assis, vêtu en roi et coiffé d'une couronne ornée de bijoux. C'est l'événement le plus extravagant, le plus décadent, le plus grandiose auquel chacun d'entre eux ait jamais participé. Il n'y a pas d'horloge à l'intérieur du château, et nul autre moyen de mesurer le temps qui passe à l'intérieur. C'est tout à fait délibéré et
et un événement ne prend fin que lorsque les invités sont trop fatigués pour continuer à s'amuser. C'est pour cette raison que les 4 nouveaux arrivants ne remarquent pas l'heure tardive, ni le fait qu'un jour s'est déjà écoulé. Lorsqu'ils sortent en titubant, repus de gâteaux, de champagne, de ragots qu'ils ont hâte de répéter, il fait presque jour. Ils reprennent le chemin qui les a menés au château, d'un pas un peu plus lourd du fait de l'épuisement et du champagne, et remarquent qu'il y a des rangées de limousines et d'autres voitures qui attendent à l'endroit où ils ont été déposés. « Excusez-moi !» Une des femmes interpelle un garde. « Où est notre limousine ?»« Où avez-vous demandé à votre chauffeur d'attendre ?» demande le garde. À ce moment-là, la femme regarde ses amis, qui haussent tous les épaules. Aucun d'entre eux n'était au courant de cette pratique, et ils ont renvoyé le chauffeur chez lui lorsqu'ils sont descendus de la voiture. « Nous ne lui avons rien dit, » explique-t-elle. Le garde la fixe d'un air hagard pendant un moment, puis éclate de rire. « Eh bien, dit-il, vous allez devoir marcher. Il doit sûrement y avoir une autre solution. Leur hôte fortuné ne pourrait pas croire que ses invités sont rentrés chez eux à pied, juste car ces derniers ont oublié de dire à leur chauffeur de les attendre toute la nuit. Le groupe attend une éventuelle bonne nouvelle, à savoir qu'il y a un chauffeur au sein du personnel prêt à les raccompagner ou à appeler un taxi. Mais cette bonne nouvelle ne viendra pas. De surcroît, aucun de leurs téléphones portables n'a de réseau. Ils ne peuvent même pas appeler leur chauffeur pour qu'il revienne, même si celui-ci ne dort probablement pas à cette heure-ci. Le garde a raison. Ils vont devoir marcher, au moins jusqu'à ce qu'ils aient assez de réseau pour appeler un taxi. Ainsi, n'ayant aucune autre option en vue, les fêtards désabusés entament leur long périple de retour vers la civilisation. Le jour commence à se lever, ce qui leur permet au moins de voir où ils vont. Mais il fait encore très sombre, tandis qu'ils progressent sur la route. « Est-ce que nous sommes en sécurité ici ?» demande l'un des hommes. « Par rapport à quoi? Des agresseurs ?» réplique une autre personne. « Il pourrait y avoir des ours par ici ?» souligne une des femmes. « Non !» affirme une autre femme. « Les ours hibernent à cette époque de l'année, n'est-ce pas ?» Ils tremblent tous à l'idée de rencontrer un ours ou n'importe quoi d'autre sur cette route déserte, sans aucun endroit où se cacher ni aucun moyen de se défendre. Il vaut mieux ne pas trop y penser, ou ils pourraient se retrouver paralysés par la peur. Ils ont encore qui sait combien d'étapes à franchir avant de pouvoir se reposer. Ils marchent ensemble en silence pendant un long moment, à l'affût du moindre bruit de malfaiteurs ou d'ours dangereux qui surgiraient derrière eux. Mais il n'y a rien. Alors qu'ils progressent lentement, le soleil commence à émerger à l'horizon, inondant le paysage d'une lumière chaleureuse et chassant la peur du noir. « Regardez !» Une des femmes rompt enfin le silence. « Là-haut !» Elle pointe du doigt une colline. Ils aperçoivent les silhouettes d'hommes à cheval, portant des armures médiévales. Ils sont habillés en chevaliers, comme s'ils sortaient tout droit d'une légende du roi Arthur. Ils doivent venir de la fête. Les autres acquiescent. Peut-être qu'on pourrait leur demander de nous conduire, suggère l'un des hommes. Ou bien peut-être qu'on pourrait leur emprunter un cheval, lui répond l'autre. De concert, tous les 4 s'approchent des chevaliers en armure, en agitant leurs bras. « Halte! Qui va là ?» crie un des chevaliers. « Oh, ne vous inquiétez pas, » dit une des femmes en souriant. « Nous venons du même endroit. »« Es-tu une alliée ou une ennemie ?» demande le chevalier. Il conserve son casque. Sa main est posée sur le manche de son épée. Pensant que c'est une blague, le groupe de fêtards continue à gravir la colline. Le chevalier dégaine son épée et la brandit de façon menaçante. Ce geste suffit à stopper le groupe dans son élan. « Il est sérieux ?» murmure l'une des femmes. « Je l'ignore, » répond une autre. « Mais cette épée semble bien réelle. » Derrière eux, ils entendent un bruit de sabots. Ils se retournent et aperçoivent 2 autres chevaliers, assis sur d'imposants chevaux noirs et brandissant des armes. « Je pense que nous devrions y aller !» hurle l'une des femmes à ses amis, en relevant sa jupe et en dévalant la colline. Mais le reste du groupe ne semble pas disposé à faire demi-tour. « Vous voulez jouer? Alors jouons !» dit l'un des hommes en dégainant son épée. Une réplique parfaite de celle d'un personnage de sa série télévisée préférée, et en essayant de la brandir vers le chevalier. Mais il la fait tomber à terre. Elle est beaucoup plus lourde qu'il ne le pensait. « Partez d'ici maintenant, ou vous allez mourir !» hurle une voix. « 1 minute, à qui croyez-vous parler ?» dit l'homme en ramassant son épée. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, une giclée de sang éclabousse le groupe de fêtards. Ils assistent en silence et avec horreur à la décapitation de l'homme, puis regardent l'homme sur son cheval. Il ne s'agit pas du tout d'un jeu. Les fêtards maculés de sang se retournent et fuient ces inquiétants étrangers à cheval. Mais ils perçoivent le bruit des sabots des chevaux qui les poursuivent et le tintement des armures de métal. La femme qui a fui la première regarde derrière elle et a du mal à croire ce qu'elle voit. C'est la débandade. Les chevaliers poursuivent ses amis et les abattent. Tout ce qu'il lui reste à faire est de courir et d'espérer qu'il se concentre sur ses amis et qu'il ne la pourchasse pas. Elle ignore combien de temps elle va devoir encore courir avant que le bruit du massacre ne s'estompe. Mais elle finit par ne plus rien entendre. Incapable de courir davantage, elle s'effondre dans l'herbe, effrayée et bouleversée par tout ce qui vient de se passer. Puis,
poussant un cri, elle se relève aussitôt qu'elle entend des bruits de pas derrière elle. Vous ne pouvez pas dormir ici, dit un homme à la voix sèche et rocailleuse. C'est une zone à accès restreint. En face d'elle se tient le deuxième groupe d'hommes armés qu'elle a vu ce jour-là. Cette fois, ils sont en uniforme de combat moderne. Est-ce l'armée norvégienne? Elle n'en est pas sûre. L'homme n'a pas d'accent. Elle se met à supplier l'homme, mais il l'interrompt brusquement. En quelle année sommes-nous? Demande-t-il d'un air sérieux. Elle lui répond toute confuse. Suite à quoi, il semble se calmer. Cette zone est interdite au grand public. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Laissez-moi vous raccompagner hors de la zone, propose-t-il. Elle lui raconte ce qu'elle a vu. Les hommes étranges à cheval, ses amis qui se sont fait massacrer sous ses yeux. Lorsque l'homme lui demande comment elle est arrivée là, elle lui raconte toute l'histoire, le milliardaire, l'invitation, la fête. Sous le coup de l'émotion, elle ne remarque pas un des gardes qui annonce par radio à quelqu'un qu'il semble qu'il ait recommencé. L'homme qui l'interroge change de ton. Il ne semble pas du tout se préoccuper de la présence d'un groupe de chevaliers meurtriers. Il semble que vous avez un peu trop bu, lui dit-il avant de poser chaleureusement son bras sur son épaule. Elle ne remarque même pas la seringue jusqu'à ce qu'elle sente une piqûre sur le haut de son bras, avant de perdre connaissance. La femme sera reconduite chez elle et n'aura aucun souvenir des événements dont elle a été témoin. Elle ne se souviendra jamais du danger qu'elle a couru en rencontrant le SCP-526. Le SCP-526, également connu sous le nom de la Porte de Valhalla, est situé sur une colline en Norvège. La Fondation SCP ne divulgue aucune information sur l'emplacement exact de la porte, sans doute pour empêcher les curieux de se mettre en danger ou de faire des vidéos. Mais si vous vous rendez dans la campagne norvégienne, vous pourrez facilement la trouver. Il suffit de chercher un cercle de 9 pierres, d'environ 2 mètres de haut chacune, et le tout faisant un rayon de 10 mètres au sommet de la colline. Si vous n'êtes pas certain d'être au bon endroit, ou si vous venez de tomber sur un autre cercle de pierres mystérieux, essayez de repérer les runes inscrites sur la face interne de chaque pierre. Si vous voyez des runes, c'est que vous êtes au bon endroit, ou au mauvais endroit, selon la personne que vous interrogerez ensuite. Chaque jour, au lever du soleil, à une quinzaine de minutes près, la porte s'ouvre et libère un groupe de guerriers susceptibles de venir de n'importe quelle période historique. Ils sont armés et équipés pour combattre. Il peut s'agir d'un petit groupe d'archers, de 300 spartiates ou de groupes d'agents spéciaux bien entraînés. Tous les membres du groupe appartiendront à la même période historique, comme s'ils avaient tous traversé une sorte de faille au même moment. Si ces phénomènes font rarement de mal à qui que ce soit, car ils ne bougent pas dans 92% des cas après leur apparition. Les 8% restants peuvent donner lieu à des scénarios qui peuvent se transformer en véritables bains de sang. En effet, aux yeux d'une armée perdue au milieu du flou de la guerre, arrivant dans un pays étranger à une époque inconnue, n'importe qui peut passer pour un ennemi, peu importe leur comportement lors de leur première apparition. Ceux qui traversent le SCP-526 tenteront d'attaquer quiconque s'approche de l'anomalie. Ils resteront dans la zone jusqu'au coucher du soleil, moment auquel ils disparaîtront, sans doute pour retourner au lieu et à l'époque d'où ils viennent. La Fondation SCP a découvert le SCP-526 après qu'un groupe de randonneurs a été hospitalisé dans la région. Ils ont expliqué qu'ils se promenaient sur les collines, quand soudainement ils ont été assaillis par une bande de vikings munis de haches. Évidemment, cela a attiré l'attention des agents de terrain de la Fondation, qui ont rapidement trouvé le cercle de pierres mystérieuses responsable de cette attaque. Les survivants ont reçu des amnésiques, et un scénario créé de toutes pièces a expliqué que le fait d'avoir vu des vikings était dû à la prise d'hallucinogènes. Depuis ce premier incident, les rencontres entre la Fondation et les soldats voyageant à travers la porte temporelle ont été rares, mais il y en a eu quelques-unes qui ont été considérées comme suffisamment importantes pour être consignées dans les archives officielles. Il y en a eu 4 pour être précis. Dans les années 90, un membre de l'équipe de confinement de la Fondation a aperçu 40 silhouettes qui descendaient la colline dans la pénombre. Ils avaient des arcs et des épées et étaient prêts à en faire usage. Un membre de l'équipe, qui, il faut le noter, en était à son tout premier jour de mission de confinement, a fait l'erreur de les interpeller. « Messieurs, veuillez baisser vos armes », leur a-t-il demandé. Sa demande, aussi polie fut-elle, lui a valu de recevoir en guise de réponse une flèche dans l'épaule. Heureusement, le reste de l'équipe a pu intervenir et régler la situation avant qu'elle ne dégénère. Le membre du personnel blessé a été rapidement soigné et réaffecté à un travail de bureau, où les risques d'être confronté à des projectiles volants étaient beaucoup moins élevés. Après quelques années, l'équipe d'agents de la Fondation en poste sur le site SCP-526 a commencé à se reposer sur ses lauriers. Il n'y avait pas eu d'incident violent depuis des années, juste quelques personnes un peu déboussolées qui apparaissaient au lever du soleil avant de disparaître au coucher du soleil. Il apparaissait que la plupart des sujets traversant la faille temporelle n'étaient pas aussi assoiffés de sang qu'on aurait pu le croire. Puis, un agent a été brusquement surpris par le bruit sourd d'une hache en pierre ayant percuté l'arbre près de lui. Lui et le reste de son équipe ont levé les yeux et ont vu un groupe de 30 hommes vêtus de peau de bête en train de dévaler la colline et se précipiter sur eux. Ils
tenaient des armes rudimentaires taillées dans la pierre. Ils avaient le regard sauvage, la barbe hirsute et les vêtements tachés de sang. Heureusement pour la Fondation SCP, ces hommes des cavernes ont dû faire face à des fusils semi-automatiques. Ils ont ouvert le feu et en quelques minutes, il ne restait plus un seul homme vêtu d'une peau de bête debout. C'était un peu bizarre de voir leurs cadavres durant le reste de la journée, mais l'équipe ne voyait pas l'intérêt de les déplacer puisqu'ils allaient de toute façon disparaître à la nuit tombée. Un membre de la force opérationnelle a passé le reste de la journée à regarder ses mains, persuadé qu'il avait peut-être tué l'un de ses lointains ancêtres et qu'il allait du même coup disparaître, un peu comme dans Retour vers le futur. Mais heureusement, tel ne fut pas le cas. De nombreuses autres années se sont écoulées et nous sommes entrés dans un nouveau millénaire. Au début des années 2000, un groupe de 20 soldats russes, qui ont été identifiés plus tard lorsqu'un officier de la Fondation a tenté de traduire plusieurs jurons que lui avait criés l'un des hommes, est apparu. Ils portaient des uniformes et des armes datant de la Seconde Guerre mondiale. La plupart d'entre eux n'ont pas bougé de la colline, restant en position défensive, mais quelques-uns se sont montrés un peu trop audacieux et ont ouvert le feu sur les agents de la Fondation. Des représailles ont eu lieu et 2 hommes ont été tués, mais les autres sont demeurés sains et saufs pour le reste de la journée. Le dernier incident enregistré est particulièrement remarquable, car en l'occurrence, les soldats qui sont apparus n'appartenaient pas à l'armée d'un pays particulier et ne venaient pas d'un passé lointain. Il y avait 30 hommes et femmes vêtus d'un uniforme quelque peu reconnaissable. Il s'agissait des membres d'une force d'intervention mobile de la Fondation SCP, tous tués au combat lors d'une mission sur le terrain plusieurs années auparavant. Afin d'éviter de tirer sur leurs camarades, les agents en poste sur le site ont essayé de leur parler, mais sans succès. Ils ont préféré attaquer et n'ont pas cédé, jusqu'au soutien aérien du AC-130 de la Fondation, le marteau de Thor. Bilan, 3 morts et 11 blessés. Cette dernière rencontre a soulevé des questions complexes sur la nature du SCP-526 et l'état mental de ceux qui l'ont traversé. Ils semblaient incapables de reconnaître leurs propres coéquipiers, incapables d'entendre ce qu'ils disaient. Leur instinct de protection du SCP-526 contre tout intrus l'emportait sur toute forme de solidarité ou de loyauté envers les autres agents de la Fondation. C'était une situation tragique et préoccupante, sans réponse claire en vue. La Fondation SCP est bien sûr habituée à mettre fin au jour des siens, mais les officiers présents lors de cet incident ont rapporté un taux élevé de syndrome de stress post-traumatique, et plusieurs d'entre eux ont demandé à recevoir des amnésiques afin de mettre un terme à leurs cauchemars récurrents. La Fondation ne pourra en apprendre davantage que si d'autres de ses propres soldats tombés au combat franchissent la porte. Et même si cela se produit, rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'ils seront en mesure de poser des questions ou d'engager un dialogue, ou bien s'il faudra les abattre. Dans la mesure où il n'y a aucun moyen de savoir ce que réserve chaque nouveau lever de soleil au niveau du SCP-526, la Fondation SCP a classé l'anomalie comme Euclide. Comme il n'y a aucun moyen de déplacer le SCP-526 vers un site officiel de la Fondation, le rayon de 15 km autour de l'anomalie a été transformé en zone de confinement militaire 31. Le prétexte pour justifier l'existence de cette zone est qu'il s'agit d'un site de test d'armes militaires, dans lequel une zone d'exclusion aérienne est instaurée. Une équipe d'agents de terrain qualifiés est sur place afin de surveiller et de neutraliser toute personne qui sortirait du SCP-526. Comme tout est permis en temps de guerre, les agents en poste en place sont autorisés à utiliser la force létale en cas de menace pour leur vie ou si le confinement est mis en péril. 30 minutes avant le lever du soleil, les équipes de confinement sont en alerte maximale et gardent les yeux sur le SCP-526 jusqu'à ce que le soleil se couche et que toutes les menaces potentielles aient disparu. Si les apparitions d'un jour particulier se révèlent trop agressives ou trop nombreuses pour que les équipes au sol puissent les contenir, la force opérationnelle mobile Sigma 9 ou Valkyries peut prêter main forte par une frappe aérienne. Depuis que la Fondation a établi son périmètre autour du SCP-526, aucun civil n'a été blessé. Bien que l'on ne puisse pas en dire autant du personnel de la Fondation ou de la porte de laquelle surgissent d'étrangers guerriers sur la colline, le protocole a été considéré comme un succès. Je ne suis pas encore allé voir la porte de mes propres yeux. J'ai tendance à être plutôt pacifique. Mais si cela m'arrive, je me munirai d'un bouclier, d'un gilet pare-balles et éventuellement d'une armure complète. Et pourquoi pas? Comme je le dis toujours, la clé d'une bonne attaque est d'avoir une bonne défense. À présent, أعتقد أنكم فهمتم الSCP-526 1 و2. إلى اللقاء إلى حلقة جديدة وSCP جديد. وأنا آسف على تطويل الفيديو. شكرا، إلى اللقاء في SCP جديد.